Je me suis figé devant la porte de ma chambre, en entendant la voix de ma femme changer de ton. Ce ton que je n'entendais plus pour moi depuis des années. Puis, j'ai entendu le prénom d'un autre homme, et j'ai compris que ma vie venait de se fendre en deux, proprement, sans prévenir, comme un carreau qu'on croit solide jusqu'au moment où il éclate. Je m'appelle Julien Morel. J'ai 41 ans. Je vis à Lyon. Et pendant longtemps, j'ai cru que tenir bon suffisait à faire tenir un mariage. C'était naïf, mais pratique. Un peu comme mettre un seau sous une fuite et appeler ça une solution durable. J'ai grandi à Vaux-en-Velin, dans un F4 où le chauffage avait toujours un avis personnel sur l'hiver. Mon père bossait à l'usine avant de faire de l'intérim. Ma mère comptait chaque euro comme un notaire compte les signatures. Chez nous, on ne parlait pas de réussite. On parlait de factures, de pneus à changer, de machines à laver qui rendaient l'âme au pire moment. Après mon service militaire, je suis rentré avec 2 sacs, 3 certitudes et l'envie très simple de bâtir quelque chose qui tienne debout. Pas une vie de carte postale, juste une vraie vie, solide, avec des murs droits, une cuisine qui fonctionne et personne qui vous regarde comme si vous étiez en retard sur votre propre existence. J'ai rencontré Émilie à un anniversaire dans le vieux Lyon. Elle n'était pas de chez nous, elle venait d'Annecy. Elle avait ce genre de beauté qui attire les regards sans effort, et ce talent très français pour critiquer un verre de vin gratuit, comme si elle tenait un guide gastronomique clandestin. Elle m'a plu tout de suite, pas seulement parce qu'elle était belle, parce qu'elle avait de la répartie. Elle me lançait des piques, je répondais, elle riait. Je me suis dit, tiens, enfin quelqu'un qui ne confond pas silence et profondeur. On s'est revus, puis encore. J'ai pris le TER plusieurs fois juste pour la voir. Elle disait qu'Annecy l'étouffait, qu'elle voulait une grande ville. Du mouvement, de l'ambition. J'ai pris ça pour de l'élan, pas pour un avertissement. 6 mois plus tard, elle s'installait chez moi, dans mon petit 2 pièces du 8e, au-dessus d'une boulangerie qui sentait le beurre, dès 6 heures du matin. 1 an après, on se mariait à la mairie. Costume serré, buffet moyen, famille émue, photos un peu ratées. Le genre de journée imparfaite qu'on appelle magnifique parce qu'on veut y croire. Au début, on était une équipe. Enfin, c'est ce que je racontais quand on me demandait. Moi, je bossais déjà sur des chantiers de rénovation. Salle de bain, cloison, cuisine, sol. Tout ce que les gens veulent changer quand ils ont décidé que leur vie irait mieux avec un carrelage imitation pierre. Mon meilleur ami, Jack Delmas, que tout le monde appelait Jack, même si sa mère persistait avec Jean-Jacques, était électricien, précis, calme, allergique aux idiots. Ensemble, on a commencé à prendre des petits chantiers le soir et le week-end, puis des plus gros. Puis on a créé notre boîte, JM Habitat. Rien de glamour, tout d'efficace. Au début, on faisait tout nous-mêmes. Devis la nuit, placo le matin, factures entre 2 cafés, avalés debout au comptoir. Syndic, retard de fournisseurs. Clients paniqués parce qu'une crédence arrivait avec 3 semaines de retard. La poésie du BTP, version locale. La boîte a décollé vite. Trop vite presque. Bouche à oreille. Instagram géré par la cousine de Jack. Puis des contrats avec des agences et 2 architectes d'intérieur persuadés d'avoir inventé le beige. On rentrait enfin de l'argent. Du vrai. Pas de quoi acheter un château dans le Luberon, mais assez pour respirer. Sauf que chez moi, l'argent ne restait jamais. Émilie avait toujours une urgence, un besoin, un projet, une dépense impossible à repousser, un nouveau téléphone, parce que l'ancien avait soi-disant une batterie dépressive, un week-end à Marseille, parce qu'elle étouffait, des rideaux hors de prix, des soins, des abonnements, des commandes Vinted qui se transformaient mystérieusement en cartons de marque neuve. Je payais tout, loyer, puis crédit, voiture, courses, mutuelle, restos pour sauver des soirées déjà mortes. Et elle trouvait quand même le moyen de souffler, en regardant notre compte, comme si j'étais personnellement responsable de l'inflation. Au fil des ans, elle est devenue froide, pas spectaculaire, pire, polie, sèche, condescendante, ce qui en France remplace parfois très bien la cruauté. Elle ne criait presque jamais, elle faisait mieux, elle soupirait,
Elle levait un sourcil. Elle disait des phrases comme « Tu pourrais quand même viser plus haut » ou « Jack et toi vous travaillez beaucoup pour des gens qui restent moyens ». Une délicatesse de scalpel. Elle n'avait pas de vrai travail stable depuis longtemps. Quelques missions, un projet de boutique en ligne, une formation jamais terminée, des discussions interminables sur son potentiel sous-exploité. Pendant ce temps, moi je quittais la maison avant 7 heures. Je rentrais avec de la poussière, jusque dans les cils. Et elle trouvait encore le moyen de me demander pourquoi je n'avais pas réservé nos vacances d'été. Un soir, au lieu de me dire bonsoir, elle m'a tendu un screenshot d'un appartement à Tassin, terrasse, verrière, cuisine ouverte, le genre de bien qui exige 2 salaires de cadre supérieurs, ou un trafic très bien organisé. Elle m'a dit « On mérite mieux que cette maison ». J'ai répondu « On a déjà une maison ». Elle a souri sans chaleur. « Non. Julien, toi tu as une maison. Moi j'attends encore ma vie. » J'aurais dû entendre le mépris derrière la phrase. Au lieu de ça, j'ai entendu un défi. J'ai redoublé d'efforts. Encore. Toujours. Parce que j'avais été élevé comme ça. Un homme répare. Un homme compense. Un homme porte. Même quand plus personne ne lui demande s'il a encore des épaules. Et puis il y a eu ce jeudi de novembre, humide, gris, absurde, une fuite sur un chantier à Villeurbanne nous a fait arrêter plus tôt. Jack est parti voir un fournisseur à Bron. Moi j'ai repris la camionnette et je suis rentré en avance. Je pensais passer à la maison, prendre les dossiers oubliés pour mon rendez-vous du lendemain à la banque, boire un café, peut-être même surprendre Émilie avec des viennoiseries. Quelle charmante idée. J'ai monté l'escalier, j'ai ouvert la porte sans bruit, et avant même de poser mes clés, j'ai entendu une voix d'homme dans ma chambre, puis celle d'Émilie, basse, nerveuse, complice, et mon prénom, suivi d'une phrase qui m'a cloué sur place, une phrase qui allait tout changer. Et cette fois, pour de bon. Je suis resté immobile dans l'entrée, une main encore sur mes clés, comme un idiot très calme, ce qui est une espèce particulière d'idiot. Puis j'ai avancé de 2 pas, juste assez pour entendre sans être vu. La porte de la chambre n'était pas totalement fermée. Il y avait ce filet de lumière entre le bois et le couloir, et derrière, la voix d'Émilie, douce, presque amusée, celle qu'elle me réservait autrefois quand elle voulait quelque chose. Elle a dit « Il ne voit rien. Julien est prévisible. Il travaille. Il paie. Il rentre épuisé. Il croit encore qu'on construit quelque chose. » Et la voix de l'homme a répondu avec un petit rire que j'ai reconnu avant même qu'il parle de nouveau. Brad, son ex, celui qu'elle m'avait décrit des années plus tôt comme une erreur de jeunesse. Un type instable, immature, incapable de se poser. Visiblement, il avait progressé. Il était devenu assez stable pour coucher dans mon lit et assez mature pour discuter stratégie entre 2 respirations. J'ai entendu mon nom encore, puis le mot « divorce », puis « business », puis cette phrase, nette, glaciale, posée comme un ticket de caisse sur un comptoir. Il faudra le vider avant qu'il comprenne. Prendre ce qu'on peut, maison, compte, et ça part dans la boîte. Si ton avocat joue bien le coup, j'aurais aimé vous dire que j'ai défoncé la porte, que j'ai attrapé Brad par le col, que j'ai lancé une lampe contre le mur et prononcé un discours mémorable. Mais non, la vraie vie est moins théâtrale et beaucoup plus utile quand on garde son sang-froid. Alors, j'ai reculé, lentement, j'ai repris mes clés, je suis ressorti sans bruit. J'ai refermé la porte, comme un homme qui n'a rien oublié. Puis, je suis descendu les escaliers avec une précision presque élégante. Dehors. Il pleuvait, évidemment, à Lyon. Quand votre vie se démonte, le ciel aime participer. Je me suis assis dans la camionnette. J'ai fermé la portière. Et là seulement, j'ai laissé mon front toucher le volant. Pas longtemps. Juste assez pour sentir la morsure de la vérité. Toutes ces années, tout ce travail, toutes ces concessions, et derrière mon dos, elle préparait l'inventaire. J'avais envie de hurler. Mais la colère, quand elle est bien utilisée, devient un outil. Quand elle explose, elle ne sert qu'à nettoyer après. Alors, j'ai démarré, et je suis allé chez mes parents, à 20 minutes de là, dans la maison où rien n'a jamais été luxueux.
mais où au moins la loyauté n'était pas une option décorative. Ma mère a ouvert la porte en tablier. Elle m'a vu et n'a pas posé la moindre question idiote. C'est un talent de femme qui a connu les huissiers et les hivers sans chauffage. Elle a juste dit « Entre, tu as une tête de très mauvaise nouvelle ». Mon père regardait les infos sans le son, comme toujours. Il a éteint l'écran dès qu'il m'a vu. Je me suis assis à leur table de cuisine, la même depuis 15 ans. J'ai pris le café que ma mère a posé devant moi, et j'ai tout raconté, sans jouer au héros, sans minimiser. Les années de pression, l'argent qui partait, le mépris, puis Brad, la chambre, les phrases sur le divorce, le business, la maison. Ma mère a fermé les yeux une seconde. Mon père a serré la mâchoire. Puis il a dit quelque chose de très simple. Ne fais rien ce soir. Quand tu es blessé, les gens te poussent à réagir. Mais les réactions coûtent plus cher que les décisions. C'était exactement ce qu'il fallait entendre. Alors je suis resté là jusqu'à tard. Ma mère a sorti du gratin dauphinois, comme si l'effondrement d'un mariage se traitait à la crème et aux pommes de terre. Honnêtement, ce n'était pas absurde. Mon père a pris un vieux cahier et m'a forcé à noter ce qui était à mon nom, ce qui était à la boîte, ce qui était commun, ce qu'Émilie savait, ce qu'elle ignorait. Il n'a jamais fait de droit de sa vie, mais il a l'esprit d'un contrôleur fiscal vexé. À minuit, j'avais 3 pages de notes, un début de plan et une seule certitude. Je ne donnerai pas à Émilie le spectacle de ma chute. Le lendemain, j'ai joué mon rôle, comme d'habitude. Chantier à Caluire, appel avec un fournisseur, café trop chaud avalé en 2 gorgées. Émilie m'a envoyé un message à 11h. « Tu rentres à quelle heure ce soir ?» J'ai regardé l'écran longtemps avant de répondre. Tard. Rendez-vous banque. Elle a mis un pouce levé. Ce petit symbole m'a paru plus obscène qu'une insulte. À midi, j'ai appelé Rachel Simon, l'avocate qui nous avait aidés sur un litige commercial 2 ans plus tôt. Méthodique, élégante, capable de démonter un dossier sans hausser le ton. Le genre de femme qui vous fait comprendre qu'un contrat mal lu est une faute morale. Elle m'a trouvé un créneau le soir même. Rue de la République. Cabinet au 3e. Parquet impeccable. Odeur de papier. Silence cher. Je lui ai tout exposé. Clairement. Sans pathos. Elle a pris des notes. M'a arrêté 2 fois pour préciser des dates, des montants, des statuts. Puis elle a croisé les doigts et m'a regardé droit dans les yeux. « Julien, je vais être franche. Si vous divorcez dans un schéma classique, vous pouvez perdre beaucoup, même si la société a été créée avec Jack. Il faut voir précisément la structure, vos rémunérations, les investissements communs, la maison, les comptes, l'usage de certains biens, et si votre épouse a le moindre avocat agressif. Elle va tenter de transformer chaque effort que vous avez fourni en patrimoine à partager. J'ai demandé, même si elle n'a quasiment rien apporté. Rachel a eu un demi-sourire sans humour. Devant un juge, les sentiments et l'ingratitude ont une valeur poétique, pas juridique. Ce soir-là, je suis sorti de son cabinet avec une chemise cartonnée, une liste de documents à rassembler, et l'impression très nette d'être entré dans une guerre où la pire erreur serait de sous-estimer l'ennemi sous prétexte qu'il dort dans vos draps. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé Émilie comme on observe une fissure dans un mur porteur, discrètement, sans toucher, pour comprendre jusqu'où elle va. Elle était étrangement légère, presque aimable par moments. Elle me demandait comment s'étaient passés les chantiers, me parlait d'un dîner chez des amis, m'embrassait parfois sur la joue avec cette application mécanique qu'on met à cocher une case CAF. Elle passait plus de temps sur WhatsApp, retournait son téléphone quand j'entrais, disparaissait 1 heure en disant qu'elle avait un rendez-vous esthétique ou un café avec une copine, un classique. On pourrait en faire une brochure. Pendant ce temps, avec Jack, on a commencé à sécuriser la boîte. Pas de magouille, pas de cinéma, juste de la rigueur. On a épluché les statuts, séparé ce qui devait l'être, documenté les apports, les fonctions, les signatures. Jack m'a regardé longtemps quand je lui ai enfin raconté l'essentiel. Puis il a soufflé. Elle veut te plumer et me voler ma boîte au passage. Quel duo inspirant. J'ai répondu.
J'ai connu des artisans moins opportunistes. Il a ri une seconde, puis son visage s'est fermé, et il m'a dit qu'il me suivrait jusqu'au bout, à condition que je reste froid, précisément parce que Émilie comptait sur l'inverse. Et moi, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Elle ne voulait pas juste partir. Elle voulait sortir de l'histoire, en me laissant l'addition. Sauf qu'à force de me prendre pour un mulet, elle avait oublié un détail essentiel. Les hommes qu'on use trop longtemps finissent par apprendre à compter. Et le hasard, quelques jours plus tard, allait m'offrir une ouverture que je n'aurais jamais osé inventer moi-même. Une ouverture ridicule, presque comique, glissée dans le fond d'une veste avec un vieux ticket froissé. Un ticket qui valait officiellement 2 €, et officieusement beaucoup, beaucoup plus. Le ticket, je l'ai retrouvé un dimanche matin, en vidant la poche d'une vieille veste de chantier, celle que je mettais l'hiver quand les appartements étaient encore sans chauffage, et que les clients disaient, avec un grand sourire, qu'on pouvait bien travailler en gardant le manteau. J'ai sorti des vis, un mètre pliant, un reçu de station-service, et ce rectangle froissé d'euros millions, acheté à la va-vite 3 jours plus tôt, dans un tabac de la Pardieu, je l'avais complètement oublié. J'ai ouvert l'application. J'ai entré les numéros. Et j'ai senti mon ventre se décrocher. Tout correspondait. Absolument tout. Pendant 5 secondes, j'ai cru que le destin avait décidé de faire de l'humour noir à grande échelle. Ma première pensée n'a même pas été pour moi. Elle a été pour Émilie. Pour son visage, si elle apprenait qu'elle venait de trahir un homme assis sur un jackpot. Ce qui aurait été, il faut le reconnaître, d'un raffinement presque littéraire. J'ai appelé Rachel dans la foulée. Elle m'a dit de ne rien faire, de passer au cabinet avec le ticket. Sa voix était calme, donc forcément inquiétante. 1 heure plus tard, elle l'examinait sous la lumière de son bureau, avec l'attention d'un expert en faux tableaux. Puis, elle m'a regardé, a pris une inspiration et a tapoté le bord du papier. Les numéros correspondent ? Oui, mais pas au tirage du samedi, au tirage de la semaine précédente. Visuellement, c'est presque la même grille, même mise en page, même couleur, sauf la date. Et la date vous coûte très exactement un jackpot. Puis elle a ajouté « Ce ticket vaut 2 €, Julien, pas plus ». J'ai éclaté de rire, un rire sec, nerveux, pas parce que c'était drôle, parce que c'était trop absurde pour produire autre chose. Rachel m'a laissé finir, puis elle a penché la tête. Ce qui chez elle annonçait une idée, elle a demandé « Votre épouse connaît vos habitudes de jeu ». J'ai dit « Elle sait que j'achète parfois un ticket quand je passe dans un tabac ». Elle a demandé si elle croyait que celui-ci était gagnant. Jusqu'où irait-elle ? J'ai répondu sans réfléchir. Jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que le plan est né. Pas comme dans les films, avec de la musique et des effets. Non. Juste entre un porte-document noir, une machine à café trop fière d'elle-même et 2 adultes fatigués qui comprenaient parfaitement la mécanique de la cupidité, Rachel a été claire. Pas de faux documents, pas de mensonges écrits, pas de fraude, seulement une négociation privée autour d'un bien qu'elle serait libre d'accepter, au lieu de faire valoir ses prétentions habituelles. Si Émilie renonçait d'elle-même, en toute connaissance de cause, à la maison, au compte et à toute revendication sur la société, contre le ticket, la voiture et ses affaires personnelles, le choix lui appartiendrait. Et le papier parlerait pour elle. Je l'ai regardé et j'ai dit « Elle signera ». Rachel a répondu « Alors ne jouez pas le mari blessé, jouez l'homme pressé ». Les jours suivants, j'ai préparé le terrain avec une patience que je ne me connaissais pas. J'ai laissé traîner 2 allusions au téléphone. Une histoire de chance incroyable. Un rendez-vous à la banque qui s'était soi-disant mieux passé que prévu. J'ai même demandé à Jack de venir à l'atelier quand j'appellerais pour que quelqu'un entende ma fausse euphorie. Jack m'a lancé. J'ai quitté l'électricité pour devenir figurant dans un divorce de serpent. J'ai dit « Considère ça comme de la diversification ». Pendant ce temps, Émilie observait. Elle posait des questions d'un air détaché. Elle redevenait soudain douce, presque attentive. Elle m'a préparé un dîner un soir, des pâtes trop salées et un sourire de vendeuse en fin de période d'essai. J'ai failli applaudir. Puis Brad a commis l'erreur qui m'a facilité le travail. Un mercredi. Je suis rentré plus tôt.
cette fois volontairement, et sa moto était garée 2 rues plus loin. Discrétion de collégien. Je suis monté. J'ai ouvert la porte, et je l'ai trouvé dans mon salon, pied sur ma table basse, en train de boire mon whisky. Émilie a blêmi. Lui s'est levé avec cette assurance creuse des types qui confondent insolence et colonne vertébrale. Je n'ai pas crié. J'ai juste pointé la porte et dit « Toi, dehors ». Maintenant, il a voulu parler. J'ai répété plus bas « Dehors ». Ce ton-là fonctionne très bien sur les chantiers et étonnamment bien sur les parasites. Il est parti en me promettant qu'on se reverrait. J'ai répondu « Et vite, j'ai déjà assez donné dans le recyclage ». Puis j'ai fermé la porte et me suis tourné vers Émilie, pour la première fois depuis des années. Elle n'avait plus l'avantage de la surprise. Je lui ai dit « Je sais pour Brad, je sais pour le plan, je sais pour le divorce, et j'ai autre chose à faire que de vivre avec une femme qui me compte comme un actif. » Elle a commencé par nier. Puis en voyant mon visage, elle a changé de stratégie. Attaque frontale. « Tu m'espionnes maintenant. Tu deviens fou. » J'ai haussé les épaules. Non. Je deviens précis. Nuance importante. Elle m'a regardé longtemps, puis a demandé ce que je voulais. J'ai dit « Un divorce rapide, propre, sans bataille, sans revendication sur la maison, sans un centime de la boîte. » Et là, j'ai sorti l'enveloppe contenant le ticket. Son regard a changé immédiatement, comme une vitre qui laisse passer une lumière différente. Elle n'a rien dit, mais j'ai compris qu'elle mordait déjà, et que le plus dur, désormais, serait simplement de ne pas sourire trop tôt. Je me suis assis en face d'elle, calmement, comme pour parler d'un devis de cuisine. Pas de la démolition contrôlée de notre mariage. L'enveloppe était posée entre nous sur la table, et Émilie la regardait avec une intensité religieuse. J'ai presque eu pitié. Presque. Puis je me suis rappelé la phrase sur le fait de me vider. Et ma compassion est repartie aussi vite qu'un virement mal renseigné. Elle a demandé « C'est quoi ?» Exactement. J'ai répondu « Ma porte de sortie. » Et potentiellement la tienne. Elle a eu ce petit rire incrédule qu'elle utilisait quand elle croyait encore avoir le dessus. « Julien, arrête les mystères. » J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai laissé apparaître le ticket, juste assez longtemps pour que ses yeux s'y accrochent. Puis je l'ai repris. Elle a murmuré. « Tu as gagné. » J'ai haussé une épaule. Disons que j'ai eu beaucoup de chance. Son visage s'est recomposé en 1 seconde. Fini le scandale conjugal. Bonjour la négociation. C'était fascinant à regarder. Comme une rénovation express de façade sur bâtiment pourri. Elle a demandé combien. J'ai dit assez pour que ni toi ni moi n'ayons intérêt à offrir le moindre centime à des avocats excités. Rachel m'avait conseillé de ne jamais annoncer de chiffres. Laisser l'autre remplir le vide avec sa propre cupidité. C'est plus efficace que n'importe quel argumentaire. Émilie a croisé les bras, a tenté une dernière posture morale. « Donc tu veux m'acheter ?» J'ai souri. « Non. Je veux t'éviter une procédure longue, sale, aléatoire. Tu prends la voiture, toutes tes affaires, et le ticket. En échange, tu renonces à la maison, au compte pro, à toute revendication sur la société. On signe, on passe devant le juge, on disparaît l'un de la vie de l'autre. » Elle a plissé les yeux, comme si elle cherchait le piège. Et il y en avait un, bien sûr, mais parfaitement emballé dans son propre désir. Elle a demandé du temps. J'ai répondu « Tu as jusqu'à demain midi. Après ça, ce sera la voie classique. Expertise, audit, avocat. » Et tout ce que ça implique. J'ai laissé flotter le mot audit exprès, parce que les gens qui manipulent mal l'argent détestent les inventaires. Elle a blêmi presque imperceptiblement, puis a demandé si le ticket était bien à mon nom. J'ai dit « Les tickets ne portent pas de nom. Émilie, ils portent de la chance. Ou pas. » Et pour la première fois, elle n'a pas trouvé de réplique. Le lendemain, elle est arrivée au cabinet de Rachel, habillée comme pour un déjeuner important. Tailleur crème, sac trop cher, expression maîtrisée. Brad n'était pas là, ce qui m'a rassuré sur un point. Elle avait assez peur de perdre pour ne pas lui confier la scène finale. Rachel avait préparé un protocole irréprochable, précis, net, renonciation à toute demande sur le domicile, sur mes parts, sur les actifs de l'entreprise, attribution du véhicule à Émilie,
reprise de ses effets personnels, remise du ticket au moment prévu. Elle a tout relu à voix posée, paragraphe après paragraphe, sans jamais la presser. Parce que en droit, la précipitation est une mauvaise coiffure. Ça se voit tout de suite. Émilie a posé 2 questions, tenté une petite grimace sur une formule, puis a signé, sans trembler. Ce détail m'a marqué. Elle ne signait pas sous la contrainte. Elle signait avec enthousiasme, déguisée, en prudence. En sortant, elle m'a même dit « Finalement, c'est plus adulte comme ça. » J'ai répondu « On progresse tous. » Le passage devant le juge a été presque insultant de simplicité. 15 minutes, des papiers, des confirmations, des voix calmes. Nos années réduites à un dossier relié. J'ai répondu aux questions avec sobriété. Émilie aussi, on aurait dit un couple civilisé qui mettait fin à une divergence logistique. Personne, dans la salle, n'aurait deviné qu'elle était déjà en train de compter un argent imaginaire. Quand la décision a été entérinée, j'ai ressenti non pas de la joie, plutôt une détente brutale. Comme si on m'avait retiré du dos un sac de ciment que je portais depuis trop longtemps, sans plus le sentir. Dehors, sur les marches, elle a tendu la main, pas pour me toucher, pour recevoir. J'ai sorti l'enveloppe et je la lui ai donnée, exactement comme prévu, ni plus ni moins. Elle l'a glissée dans son sac avec un calme professionnel, puis elle a dit « Tu verras, un jour tu comprendras que j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. » J'ai répondu « C'est ce qui rend tout ça si cohérent. » Elle est partie avec la voiture et 2 valises, droite, presque légère, persuadée d'avoir remporté la vraie partie au dernier moment. Moi, je suis resté quelques secondes sur le trottoir, à regarder la circulation. Un bus, un scooter, un livreur pressé. La ville entière continuait comme si de rien n'était. Ce qui est une qualité des grandes villes et un défaut des grands drames. Le soir, Jack m'a emmené boire un verre dans un bistrot près des terreaux. Il a levé son verre et a dit « À la paix ?» J'ai répondu « Non, pas encore. À l'espace respirable ? La paix viendra après. » Et au fond, je savais qu'il restait une dernière scène, la plus prévisible de toutes, le moment où Émilie découvrirait enfin que son trésor valait exactement 2 €, et que pour une fois dans sa vie, la seule personne qu'elle aurait vraiment réussi à ruiner, c'était elle-même. Elle a compris le lendemain, à peine. Rachel m'a appelé à 9h12. Votre ex-épouse vient de découvrir que son ticket ne vaut pas un avenir radieux, mais le prix d'un café médiocre. Elle est furieuse. J'ai fermé les yeux 1 seconde, et j'ai répondu. J'imagine qu'elle l'est avec beaucoup d'élégance. Rachel a eu ce petit silence satisfait des gens qui aiment quand les signatures produisent leurs effets. Elle m'a confirmé l'essentiel. Tout était verrouillé. Aucun vice, aucune fraude, aucun recours sérieux. Émilie avait choisi, librement, avidement, méthodiquement. Vers midi, elle a débarqué devant la maison. Klaxon, cri. Grand théâtre de parking. Je suis sorti. Elle agitait le ticket, comme une preuve divine. Tu m'as piégé. Ce ticket est faux. J'ai dit, non, il est authentique. Simplement pas gagnant. Nuance. Elle a blêmi. Puis elle a hurlé que j'étais un monstre, un manipulateur, que je lui devais la moitié de tout. J'ai répondu, tu as renoncé à tout ça hier, devant témoins. Tu te souviens ? Le papier avec ta signature appliquée, celui que tu as relu 2 fois. Elle a voulu s'approcher. J'ai reculé d'un pas, pas par peur, par hygiène. Puis j'ai ajouté, tu voulais me vider. Émilie, tu as seulement confondu le coffre et le miroir. Elle est repartie en lançant des menaces de procédure, de presse, d'amis communs. L'arsenal classique des gens qui découvrent trop tard que la panique n'annule pas les documents. Rien n'a tenu. Les semaines suivantes, j'ai repris la maison, pièce par pièce. J'ai repeint la chambre, changé le lit, vidé les placards, donné la moitié des objets, jeté le reste. J'ai gardé le silence et les murs. C'était suffisant. La boîte a continué à tourner. Même mieux. Jack et moi avons signé 2 gros chantiers. Et pour la première fois depuis longtemps, l'argent restait là où il devait rester. Un concept révolutionnaire. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Sophia chez un notaire. Oui,
Ce n'est pas très romanesque, mais les belles surprises ont parfois lieu entre un compromis de vente et une photocopieuse. Elle a aidé sa sœur pour un dossier. Elle avait ce calme rare des gens qui n'ont rien à prouver. On a parlé, puis repris un café, puis un autre. Avec elle, tout était simple. Pas simplet. Simple. Nuance précieuse. Pas de comédie. Pas de mépris. Pas de fin sans fond. Juste de la présence. Du respect. De la lumière normale. Celle qui ne brûle pas. Aujourd'hui, quand je repense à Émilie, je n'éprouve plus grand-chose. Certainement pas de regret. Elle a voulu transformer mon travail en butin. Ma patience en faiblesse. Ma maison en prise de guerre. Elle a oublié une règle élémentaire. L'homme qui porte tout n'est pas forcément celui qui tombe en premier. Parfois, il se redresse, il fait ses comptes, il ouvre la porte, et il vous laisse sortir avec exactement ce que vous avez mérité. 2 euros. Et le bruit de vos propres talons. Thank you so much for 3 months. Wait, 2 months. 3 months in advance. That's so kind. Thank you. How are you doing? Oh my god, bless your heart. Thank you. How are you? Okay. Nice. Shit. Fuck. Hey, Morning. sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you. How did you know, Dips? I'm currently not a ventriloquist. I'm just playing a game. Quite a night after I left. Do you like this game? She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean Oh? anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait, Oh. you kissed Dean? Oh. Clips. Oh, are they in Discord? I thought this. We're broken up 1 week and you make a move on my girl? Oh, dear. No. She was probably just trying to make you jealous. I would never. Is Ellie jacked? Or is it just the way her hoodie's falling? Oh my god. I'm messing with you, man. Oh. I don't care. Oh. Get dressed. Do you really mean that though? You're Do you the really mean that, worst. Jesse? It's kind of fucked up you did that. It is kind of fucked up that she did that, to be fair. Smells Can I just bad. say that Ellie was my least favourite character in the whole of the last game, by the way? Just So tired. shut up. Her voice has changed so much. There's nothing in here. There's literally just nothing of interest. Jacket. What are people doing when they do that with a gun? Fred's personality beyond sprinting into gunfire and running sense. Not if I've got anything to do with it. Putting one in the chamber. Putting what in the chamber though? Hey, is Joel up? Got reports of infected Cocking the bullet. We sent him and That sucks. But like, how does by pulling that in, it puts one in the. Shut up. So I guess when you've just got She's about your to get up. gun leaving, shush, Ellie. When you've got your gun lying around, you don't have one in the chamber. But as you're heading out, you do that, and it puts a bullet in the chamber. I was. You got everything? Yes. My sister just I sent that joke to my sister, and she just sent me a response saying, "Is that joke a cry for help?" I'm doing it. Okay. She really gets you. Yeah. It pulls from the magazine. If you have a cartridge of bullets and you put that in the gun, you have to get the bullet into the gun before you can fire it. You're loading the bullet. Okay, so when the gun is lay on her side, she wouldn't have the bullet in the cartridge in the gun because that would be unsafe. Thank you. Oh, can I not? No.
Oh, you're going that way? Sorry. I was just exploring. Heads up, you're the talk of the town this morning. Sick. What? Because you're a Let me slag. see if I got this right. You kissed Dina, She kissed me. which triggered Seth to call you a not so nice word. Yep. What's the Then not so Joel nice checked word? More of a push. Who's And then Seth? you got mad at Joel. That part confused me. It was a strange night, man. Oh, that happened last exciting. night after that? This does look like a nice town to live in, hey? I think the guys does it for you. Okay. It's kind of cool that you know this stuff, though. Why are you waiting for me to open? You were ahead of me. Hey, so we're okay, right? You and me? Yeah, of course. I know, I was like, you are, Dina yeah. and I are done. I know. It's Sorry, just- but you broke I up with want her you a to week think- ago. I wouldn't be Ellie. okay if my friend kissed my girlfriend if I broke up with them a week ago, can I just say? Thanks. I don't think any of my friends want to kiss any of the men that I date / have dated, but